Salut tout le monde. Comment ça va? Vous Salut. m'entendez les amis? Tout va bien? Super bien. Nickel les Pas de, potes. pas de problème de son, rien? Aucun. Moi, c'est normal, là c'est moi qui suis à la régie et Poineau il est pas là. En plus c'est Loris aussi qui gère, donc ça peut forcément que bien se passer je pense. Exactement. Non, là, franchement, c'est la Dream Team aujourd'hui. Il y a aucun élément perturbateur. On est trop bien. Bon, en tout cas, salut à tous les amis et bienvenue pour un petit débrief Champions League. On va revenir sur cette semaine, sur cette première phase des matchs retour des huitièmes de finale. On a quelques petits matchs à regarder ensemble. On va essayer de les analyser et de donner nos avis. Il y a des choses à souligner, hein, je pense. Hein. Ça va être assez intéressant aujourd'hui avec un super casting. On va commencer par Bruce. D'abord, hein, voilà, on ouvre avec toi. Comment ça va, Bruce, aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Journée Coupe d'Europe. Donc Ouais. moi c'est aussi l'Europa League qui m'intéresse forcément avec Milan. Donc on va voir ce que ça fait contre Prague. J'espère que Mhm. ça va faire le boulot en tout cas parce que s'il faut aller là-bas en n'ayant pas un résultat forcément trop défavorable, mais en devant absolument gagner extérieur, ça sera pas simple. Donc j'espère que ça va faire le boulot, quoi. Puis il y a Marseille qui joue, il y a des matchs à pas, il y a le Aussi. Brighton-Roma. C'est vrai qu'au-delà de la Eh, LDC, football français quand même, hein? Football ouais, ouais. français. Il y a Ah oui. aussi Lille qui joue. On va pas les oublier. Qui Ouais, c'est apparemment vrai, c'est vrai. d'ailleurs sont pas diffusés. C'est un autre match qui a été choisi, je crois, à 18h et quelques. Non, c'est pas ça, ça a pas fait des histoires. Ah, j'ai pas suivi Enfin, ça. c'est Qu'est-ce pas qui s'est passé? diffusé en public, il y a un autre match qui a été choisi ou je Ah, sais pas d'accord. quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu triste quand on n'a pas tous les jours des équipes françaises en Coupe d'Europe qui vont très C'est loin, c'est un peu l'indice dommage. UEFA, malheureusement. Hein, Ouais, ouais. c'est terrible, c'est terrible. Non, mais carrément, Europa League, on va en parler tout à l'heure, un petit peu avant la fin de l'émission. On fera un petit peu nos pronostics sur les matchs du soir. Il y a aussi Scipion qui est là aujourd'hui, tranquillement, très classique. Scipion, voilà, il est comme d'habitude, quoi. Comment ça va, Scipion? Bah écoute, la grande forme, ça va et toi Ouais. Braque? Ça va, Ah, nickel? ça va super, franchement. Moi, j'ai la banane, hein, tu sais. Attends, moi Zéro aussi. souci, moi. Bah ouais, moi aussi, attends, jeudi soir, ça parle d'Europa, il y a la conférence, il y a le Ouais. petit, et je dis bien le petit Union Saint-Gilloise Fenerbahçe qui m'attend à 21h, en même temps que l'Olympique de Merveille. Mais non, honnêtement, tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut être un petit peu déçu que Lille soit pas diffusé parce que bah, forcément, c'est un des trois derniers clubs français. Alors quand on dit diffusé, c'est forcément sur une chaîne gratuite. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il y a Roma Brighton sur RMC, sur le Twitch d'RMC, et l'autre match après, je crois que c'est Benfica Rangers. Donc pour ceux qui voudraient voir du Ouais. foot gratuitement à la télé, le petit Roma Brighton à 18h45 avec De Rossi et Dybala qui font des beaux travaux. Tous derrière Ça la peut être Roma. évidemment ici, Oui. ici 100% romanista, hein. Là il y a pas à douter, hein. Ah, complètement. Ah, on a choisi notre camp. C'est vrai que en général, on parlait des jeudis noirs. Toi, la Pipion, c'est les jeudis roses. Hein. C'est le Toi, jeudi du bonheur, attends. voilà, c'est le plus beau jour de la semaine pour toi, hein, le Et puis, jeudi, hein, très et puis, clairement. comme l'avait dit Zach, faut pas oublier à 21h le Hooliganico Le Dynamo Zagreb, hooliganico. pas Oxalonique. Ah Là, oui. ça va y aller à coup de barre de fer sur le terrain, quoi. Oula. Ah ouais, toi t'es chaud, hein. Toi, t'es très chaud. D'ailleurs, ça me rappelle tout le matos qu'ils ont récupéré là, des supporters de la Real Sociedad et du Paris Saint-Germain. Putain, ça fait peur. On finit le casting avec notre ami Yous, bien sûr. Comment tu me fais plaisir, Yous, aujourd'hui. Avec le Franchement, maillot, t'as je vu? sais pas si tu l'as fait exprès, mais Ah tu me si! régales, tu me régales. Tu me Bah, régales. ça va super, ça va super. On attend doucement 21h et vous les gars, ça va? Bah écoute, ça va Tranquille, super hein. bien. Hein? Ah, je disais tranquille, hein. Ah, tranquille, j'ai entendu Lille. Bizarre. Oula. Ah Ah ouais, oui, là. problème d'audition là, je crois. Yous, t'avais pas quelque chose à nous montrer, non? La Non. carte? Avant le début, ouais, il me semble, ouais. Ah putain, elle est calée là. Attends. Ah merde, non, c'est bon, laisse Je me tomber. lève. Il l'a déjà tège, il l'a déjà mis au Non, placard. non, c'est lui, il a dit avant l'émission, il voulait nous montrer, donc je me suis dit, bon, il allait le faire, mais bon, c'est pas grave, si c'est un peu trop compliqué, tant pis, je sais elle est au chaud. Bon, les amis, allez, on enchaîne, on vous présente notre partenaire, hein, bien sûr, pour cette émission et pour toute la saison Winamax qui est avec nous. On va en reparler tout à l'heure de Winamax parce qu'on va se regarder un petit peu les codes, justement, des matchs du soir, de ce jeudi soir en Europa League, mais je vous rappelle quand même qu'avec votre premier dépôt de 100 euros, il est doublé en pari gratuit. C'est-à-dire que si vous déposez 100 euros, vous avez 100 euros en plus pour pouvoir parier sur le site winamax.fr ou sur l'application tout simplement. Je vous rappelle que c'est juste pour vous faire plaisir, pour vous amuser, pour ajouter un petit peu de divertissement dans votre soirée, que ce soit un petit peu plus amusant. Et derrière, bien sûr, si vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez pas parier. Et aussi, sachez que voilà, les paris sportifs sont quand même assez dangereux. Donc faites bien attention, les amis.
avec ça. C'est un plaisir en tout cas d'être avec cette belle team. On va commencer nos débriefs, messieurs, par ce Real Sociedad PSG. Bien sûr, 2 jours après la qualif des joueurs du Paris Saint-Germain, de cette équipe, après tout ce qui a pu se dire, on va prendre votre température à vous. Vous allez me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce match, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous voyez pour la suite aussi de la compétition, parce que maintenant c'est le moment de se projeter un petit peu avec cette équipe et cet effectif. Tiens, on va commencer par toi, Youss, pour savoir un petit peu. Ça va être une bonne qu'est-ce que- manière de tester le micro, c'est ça? De voir si c'est ouais, bon. mais il est très bien le micro, hein. Moi, j'ai Non, absolument dans le rien à chat, dire. bon, oui, toi, oui, dans le chat, apparemment, ça. Non, normalement, là, ça devrait Là, être on t'entend mieux. plus Donc, fort, moi, je trouve. Donc, ok. Ah, donc du coup, Ah ça non, doit être là, mieux. là, on t'entend bien. Youss, qu'est-ce que tu as pensé Ouais. de ce match? Qu'est-ce que t'en retiens, toi? Ouais, alors, match sérieux du PSG. Match sérieux du Mhm. PSG. Luis Enrique, je pense il avait la bonne approche avec ce choix de mettre Dembélé en faux neuf avec le ballon, histoire, je pense, d'avoir plus de surnombre et de faire face plus facilement au pressing de la Sociedad, parce que pour le coup, il n'a pas été super efficace ce pressing, mais je pense que c'est aussi à mettre au crédit du PSG qui a fait le match qu'il fallait, notamment par ce choix de Luis Enrique, mais aussi, j'ai envie de le citer, je pense que vous allez en parler, c'est le très bon match de Beraldo, notamment sur le deuxième but, pardon, où il t'invente une passe incroyable, et puis il en a fait quelques autres durant le match et même sur les matchs précédents. Depuis qu'il est dans ce poste-là d'axe gauche, c'est quand même pas mal. Donc voilà, non, concrètement, le PSG a su, comment dire, affaiblir, enfin minimiser peut-être l'impact du pressing de cette équipe de la Sociedad, même si effectivement, on le rappelle, c'est une équipe qui était malade, hein, ça fait un petit moment qu'elle enchaînait pas forcément les bons résultats, mais c'est le genre de match qui pouvait être un match piège avec une ambiance, une espèce d'atmosphère de remontada, et pour le coup, pas grand chose à se dire, si ce n'est qu'ils, pour moi, ils ont très bien, collectivement, ils ont bien abordé ce match, et puis à 2-0, clairement, le match il a duré quoi, 45 minutes, quoi. C'était plié après, hein, après 2-0 à l'aller, 2-0 là-bas. Clairement, tu vois différemment la fin du match, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu avant l'heure de jeu, finalement, Scipion, que le PSG met ce deuxième but et donc vient valider, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait plus aucun doute, hein, pour le Paris Saint-Germain, même peut-être après le premier but, hein, qui quand même vient un petit peu climatiser la situation. C'est vrai que on n'a pas eu ce scénario que toi, d'ailleurs, lundi, tu redoutais, hein, parce que tu disais on connaît cette équipe. Alors redouter, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est pas qu'il on connaît redoutait, cette c'est qu'il équipe. le souhaitait. C'est différent. Mais t'as vu, et là, je sais- t'as vu, là on en parle et je suis objectif et tout, hein, donc, Non, non, c'est sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. ouais, exactement, Ah oui. d'accord. Je sais pas trop, toi, Scipion, commenter sur ça, sur ce sujet-là, mais en tout cas, voilà, le PSG s'est rendu le scénario un petit peu plus confortable, on va dire. C'est ça, c'est un PSG qui a fait le job et qui a répondu aux attentes face à une équipe. Bah, on a bien senti qu'elle était malade et qu'elle était bien moins inspirée que sur la première partie de saison. On rappelle, elle avait terminé devant l'Inter dans son groupe. Donc voilà, à l'époque, on se disait, bah, c'est un adversaire qu'il faut respecter. Et je pense que le PSG a totalement rempli sa mission. À part finalement, c'est vrai, cette première période à l'aller, on avait un PSG qui a quand même été supérieur et qui a fait bien plaisir. Dans le chat, je voyais quelqu'un qui disait, ouais, Scipion, tu peux remettre les menottes. Je pense qu'il voulait parler du cas Mbappé. Je pense qu'en fait, de manière très concrète, on peut à la fois reprocher à Mbappé son attitude qui a été bah voilà, désagréable ou un peu je m'en foutiste, un petit peu bah, ce qu'on n'attend pas d'un professionnel, et aussi bah, Mbappé, bah oui c'est vrai qu'on a retrouvé à Noeta totalement concerné, impliqué, qui remplit parfaitement sa mission, qui est un des meilleurs joueurs de transition au monde, qui est un mec qui comprend... Qui a une technique de frappe, enfin voilà, on connaît Mbappé, mais ça fait du bien de le revoir aussi comme ça, parce que c'est vrai que depuis voilà, plusieurs semaines, on avait un joueur bah, qui boudait, qui perdait beaucoup le ballon, qui était plus le même. Et moi, franchement, quand il y a cette version de Mbappé là, moi, je suis le premier ravi. Et honnêtement, on ne peut qu'être satisfait de voir la gestion de Luis Enrique à son sujet. Luis Enrique qui s'est pas écrasé devant lui. On rappelle qu'à un petit moment, Luis Enrique au Barça, il avait aussi mis Messi sur le banc. Et voilà, on parle de Messi, monument au Barça. Donc c'est un coach où là, je me dis, ok, le mec, il a quand même, tu vois, le potentiel de faire ça. Et au final, ça lui donne raison. Donc très très bonne gestion. Je pense que les deux se sont parlé, comme ça a été le cas dit dans la presse, avec une forme de pacte. Ok, jusqu'à la fin de saison, tu vas partir, mais aide-moi, j'ai quand même besoin de toi pour accomplir certaines choses avec des champions. En championnat, tu peux reposer Mbappé, le titre il est fait, ça n'y aura pas de souci, mais avec des champions, il y a quand même besoin de ce joueur plus. Donc c'est vrai que collectivement, voilà, à part peut-être les fins des deux périodes qui ont été un petit peu hasardeuses, c'est là où est venu le but, mais sinon c'est un PSG qui collectivement fait bien plaisir. Et forcément, c'est vrai que quand on voit l'intégration de Beraldo au poste de défenseur central, ça
ça respire le défenseur, le jeune avec de la personnalité, ça fait bien plaisir. Moi, pour mettre un autre joueur en avant, c'est Lucas Hernandez. J'adore. Je trouve que c'est la meilleure recrue de cet été au PSG, hein, tout simplement. C'est Je vrai suis qu'on a parlé d'accord. beaucoup de l'apport des offensifs, de ce qui avait changé et tout. Mais en termes de fiabilité, de régularité, on savait que si le PSG récupérait un défenseur quand même international français qui a fait des bonnes choses au Bayern, il y a un petit doute, c'était les pépins physiques. Mais honnêtement, Lucas Hernandez à 100%, c'est un top défenseur mondial. Donc franchement, lui, puisqu'il connaît bien ces contextes-là, donc vraiment, il fait bien plaisir à voir et je pense que Luis Enrique peut s'appuyer désormais sur une ossature collective, peut-être avec un peu plus de repères, même si on voit qu'encore dans ce PSG, il y a une belle marge de progression, bien sûr. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que ce qu'on aime beaucoup, enfin moi ce que j'aime beaucoup avec Lucas Hernandez, c'est cette polyvalence en fait. C'est que le gars a très souvent au début de la saison joué sur le côté gauche. À chaque fois que tu l'as mis dans l'axe, ça a été plutôt concluant. Enfin je veux dire, moi je me souviens pas d'énormes bourdes ou alors de moments où tu as pu trembler avec lui à ce poste-là. Là il a joué en plus en mauvais pied. Enfin je veux dire, je suis vraiment complètement d'accord. C'est un des joueurs qui amène en tout cas le plus d'équilibre, dont l'impact après l'arrivée se fait le plus ressentir parce que c'est un mec en fait qui est fiable dans tous les secteurs en tout cas défensifs du Paris Saint-Germain. Donc vraiment c'est un joueur, moi je suis bien content qu'on en parle parce que faut bien noter que lui c'était vraiment un des joueurs qui a fait le plus de bien. Bruce, euh, on a vu pas mal de systèmes offensifs et tu vas donner ton avis général sur la rencontre, mais on a vu pas mal de systèmes offensifs avec ce Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Là, on en a vu encore un nouveau avec Ousmane Dembélé qui a joué ce rôle un petit peu de meneur de jeu, qui n'a pas forcément convaincu à 100% parce qu'il y a eu quand même pas mal de déchets de sa part. Il donne peut-être cette passe décisive, certes, mais ça a été un système assez original en tout cas de la part de Luis Enrique. Qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça, toi? Bah, pour moi, ça a été un système pour mettre en valeur Mbappé notamment. Dembélé, il s'est un peu sacrifié entre guillemets. Bon, il pourra mieux faire peut-être dans ce rôle, mais c'était un peu nouveau. Mais en tout cas, on le voyait, Mhm. il attirait les défenseurs, il faisait sortir les défenseurs. Et du coup, bah, bizarrement, quand Mbappé il est plus sur son côté gauche, bon, c'est là qu'il est le meilleur et de loin, on le sait tous. Donc voilà, c'était pour le coup je trouve, du bon coaching de la part de Luis Enrique à ce niveau-là tactiquement. Et c'est vrai que vous avez parlé, moi je suis d'accord avec vous, Beraldo c'est ultra intéressant et j'avoue, hâte de voir la suite. Bon, on a compris que sur le côté gauche, il pourra peut-être dépanner de temps en temps, mais c'est pas là qu'il est le meilleur, hein, on le sait tous, c'est un défenseur central. Et on va pouvoir peut-être jouer sur la concurrence aussi, parce que c'est vrai que Marquinhos, depuis quelques temps et même quelques années maintenant, on n'a pas du grand Marquinhos, donc de voir Hernandez, Beraldo, etc., ça peut peut-être bousculer un peu la hiérarchie, et puis Nuno que tu vas pouvoir remettre en jambe petit à petit. Et tu as aussi un peu, entre guillemets, ce nouveau rôle pour Vitinha depuis quelques temps, qui est aussi très important au milieu de terrain. Voilà, on sait que c'est un joueur qui, sous pression, etc., lui peut résister, il est technique, etc., il trouve bien les passes. Donc moi, Vitinha, c'est un joueur auquel j'ai toujours cru, personnellement. J'ai toujours trouvé qu'il avait quelque chose en plus, parce que les joueurs qui peuvent résister comme ça au pressing et qui ont une qualité technique supérieure à la moyenne, il n'y en a pas 150 millions en soi. Et moi, lui, je lui ai toujours vu ça, même si à un moment, c'est vrai qu'il cherchait un peu au PSG. Mais là, Mhm. on va peut-être enfin trouver le Vitinha régulier et dans un rôle qui lui convient parfaitement. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, j'ai trouvé. Donc voilà, après, pour revenir sur le match de manière plus globale, ce qui est Mhm. à mettre au crédit du PSG, malgré, on va dire, entre guillemets, la faiblesse de la Sociedad ces derniers temps, c'est qu'au moins, ils n'ont pas tremblé. Voilà, alors qu'on se connaît le PSG sur des matchs retour à l'extérieur. Et la Sociedad, qui était pas terrible pour le coup déjà, en tout cas pas en grande forme au match aller, avait posé quand même pas mal de problèmes au PSG pendant 60 minutes. Donc ça aurait pu être le cas là à l'extérieur pour le coup pour le PSG. Et c'est vrai que pour une fois, t'as pas tremblé du tout pour le PSG. Donc ça, c'est bien. Après, maintenant, encore une fois, il y a des choses tactiques, il y a des individualités qui sortent du lot, et ça, c'est très bien. Tu as Donnarumma aussi qui est plutôt très bon en ce moment. On a parlé de la charnière et d'autres joueurs, etc. Mais encore une fois, je vais pas dire que ça n'est que la Sociedad, mais c'est juste, faut tempérer Faut quand même le peut-être un dire. petit Faut quand peu. même le dire. Faut tempérer un petit peu. Si jamais Ouais. le PSG arrive à refaire une double confrontation très convaincante au tour suivant contre un adversaire bah, bien supérieur, là pour moi on pourra parler vraiment de déclic et peut-être dire ok ce PSG, il y a vraiment un truc qui se passe et ça peut peut-être aller très très loin. Mais là moi pour le coup, ok, il y a des individualités collectivement, il y a eu des trucs intéressants, ça pas de souci. Mais j'attends de voir, on va dire, contre un adversaire supérieur s'ils sont capables de reproduire ça.
Voilà. Ouais, d'ailleurs, sur les individualités, on fera tout à l'heure les top et flop comme d'habitude. On essaiera de voir un petit peu les joueurs qui vous ont le plus plu. J'ai envie qu'on essaye voilà, de structurer et qu'on aille un petit peu sur tous les secteurs. Là, on était sur le secteur défensif, justement. Euh, la question un petit peu qui se pose pour la suite, messieurs, c'est forcément avec quelle charnière tu vas avancer. On le sait que Marquinhos, Danilo étaient un petit peu diminués et donc n'ont pas pris part à ce match. Et on a vu donc une charnière un petit peu inédite sur cette rencontre-là. Maintenant, si on se projette sur la suite, sachant que Skriniar, a priori, pour l'instant, il est out et on ne sait pas du tout quand il va revenir, quelle charnière installer? Est-ce qu'on va continuer à bricoler au jour le jour ou est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est en train de naître de tout ce qu'on a pu voir ces dernières semaines? Je commence avec toi, Scipion. Oula. Allô, allô. Non, Il a bugué. Allô, Scipion. Oula. Non, mais ça a totalement bugué Ah, chez ça a moi. bugué. Ah ouais, je t'avais pas entendu, je savais pas si tu Ah me... ouais, j'ai eu peur. C'est dur, non, non, t'inquiète, je suis là, vraiment, ça fait... Je réfléchissais pas, tu sais, à me dire, putain, est-ce qu'il faut mettre Mukiele ou quoi? Ouais, ouais. Ok, Non, ok. pour répondre à ta question sur Oui. la défense centrale, t'inquiète pas, j'écoutais bien. Oui. En fait, tout va dépendre de Nuno Mendes. Je pense que si Nuno Mendes Mm. résiste bien à son retour physique et peut enchaîner, moi, franchement, dans l'idée, vu ce qu'est en train de faire Luis Enrique avec Beraldo, d'insister avec ce jeune joueur qui arrivait, on rappelle cet hiver, on se disait, bon, lui, il va peut-être avoir une période d'adaptation, il va être, allez, 4e, 5e dans la rotation, et non, il a l'air vraiment de l'apprécier et de l'aligner très souvent, donc je pense qu'on comprend pourquoi est-ce que Campos allait chercher par rapport à ce qu'il peut faire, justement, balle au pied de différent par rapport aux autres centraux du PSG. Moi, ça m'étonnerait pas qu'Hernandez et Beraldo enchaînent pour un bon moment. En Ah tout ouais. cas, c'est vrai que malheureusement, Marquinhos, bah, c'est vrai il y a ce petit déclin qui est là. On sent qu'il voilà, il est aussi symbole justement des précédents échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Danilo, il est là pour rendre des services parce que pour aller plus loin en Ligue des Champions, tu peux être avec un Danilo titulaire. Par contre, Danilo sur le banc, ça peut le faire. Non, franchement, moi, cette défense, si elle peut enchaîner, moi, j'ai envie d'y croire. Franchement, en plus, justement, on se disait, bon, est-ce qu'avec Nuno Mendes, Hakimi, est-ce que ça va pas être trop déséquilibré parce que ce sont des pistons des latéraux assez offensifs? Moi, je trouve que l'équipe, elle était, somme toute, collectivement, non, bien structurée. Donc, moi, honnêtement, la défense Beraldo-Hernandez m'a vraiment plu. Encore une fois, on peut relativiser par rapport à la faiblesse de la Real Sociedad qui a beaucoup de mal ces dernières semaines. Mais voilà, je me dis que cette défense, face à un plus gros, j'ai envie de voir justement comment ça peut répondre. Je Ouais, pense. c'est intéressant. Oui. Ouais, Oui, oui. juste si je peux Vas-y, Brice. compléter, enfin donner mon Tu avis peux. là-dessus. Moi, je pense perso, comme l'a dit Pipion, ça dépendra beaucoup de Nuno, mais si Nuno continue à monter en puissance tranquillement, il sera à gauche. Moi, je pense quand même qu'il laissera Marquis et il mettra Hernandez. Je pense Mhm. qu'il sera troisième Beraldo, mais après, si jamais Nuno, tu vois, il retrouve pas son top niveau ou physiquement, ça pioche à un moment donné, t'auras Hernandez à gauche et Beraldo dans l'axe. Mais je pense qu'un droitier, un gaucher aussi, ça peut peut-être être pas mal. On sait que les entraîneurs aiment bien ça aussi dans l'axe. Mais je pense que Beraldo sera troisième. Mais par contre, moi, j'avoue que je suis un peu bluffé par lui. Et Ouais. pourquoi pas, hein, si jamais il continue comme ça, pourquoi pas l'installer en titulaire, hein. Moi, ça me dérangerait pas du tout. Parce que c'est vrai que sur ces derniers matchs et tout, on est tous d'accord sur ça. Il est ultra intéressant et il mérite en tout cas d'avoir beaucoup de temps de jeu. Ouais. Alors, Après, t'as l'expérience comme d'hab qui rentre en jeu. oui, oui, c'est sûr. Après, moi, de ce que je vais dire, surtout, n'allumez pas les sirènes, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu regardes le match de Beraldo, et encore une fois, il faut toujours rappeler que la Real Sociedad, vraiment, c'est sans manquer de respect, l'adversité était pas dingue non plus. Parfois, il a montré des moments de sérénité qu'on voyait plus trop, justement, avec les défenseurs du PSG. Et rien que ça, on sait très bien que pour un défenseur, c'est ultra important d'avoir un joueur qui panique pas quand il reçoit la balle dans sa surface. Et en plus, on l'a vu à plusieurs reprises, pas qu'une et pas que sur le but. On a vu qu'il était capable justement par la passe de trouver très facilement les milieux de terrain. Alors, est-ce que face à une équipe qui va presser encore plus, est-ce que face à une équipe qui va laisser moins de place et aura plus le ballon, il aura plus la latitude et la liberté pour le faire? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il a montré des choses qui peuvent rappeler ce que pouvait faire à l'époque un Thiago Silva. Sans comparer les deux, encore une fois, je mets d'énormes guillemets, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que c'est une alternative qui peut être super intéressante. Youss, encore une fois, hein, il y a eu pas mal d'avis. Ça reste quand même un joueur assez jeune, Beraldo. Si toi, tu étais à la place de Luis Enrique, qu'est-ce que tu ferais, toi, perso? Bah,
Ah, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ferais, pardon, je sais pas, mais moi je Ouais. pense que selon l'adversité, il n'hésitera pas à mettre Beraldo, hein, tout comme il n'a pas hésité à mettre Ugarte sur le banc parce qu'il l'estimait pas assez Ouais. prêt pour contenir, notamment, on se rappelle du match aller, et il l'estimait pas assez prêt pour faire face au pressing de la Sociedad et pour la sortie de balle. Je pense que justement, selon l'adversaire, si tu, je sais pas moi, typiquement, on peut se projeter, imaginer un tirage Manchester City, je sais pas, en quart de finale. Toi, tu Bah, tout souhaites du coup, vraiment l'élimination du PSG, toi. non, pas du tout. Non, ah bon, j'ai du mal à le cacher. Non, je rigole. Non, plus sérieusement, je pense que au hasard, hein, vraiment au hasard. Non, mais Ouais. selon l'adversité, à mon avis, il n'hésitera pas à mettre Beraldo sur le terrain s'il fait face à un adversaire qui ira plus chercher le PSG. Et pour le coup, bah, Marquinhos, il est quand même synonyme de pas mal de désillusions de ce PSG. Oui, Et oui, quand on oui. sait que tout peut vriller sur une action, sur une perte de balle, sur une relance ratée, et ben, je pense que ça sera un bon choix. En tout cas, moi, je vous le dis, moi, si je devais choisir, je mettrais Beraldo. Écoute, moi, je l'installerais. Ouais, ouais, non, bah ce serait un choix. Les prochaines semaines vont nous donner un petit peu plus d'éléments sur ce sujet-là. Avant de passer au top et au flop, il y a quand même un secteur dont il faut parler aussi. On a parlé de l'attaque, on a pas mal parlé de Kylian Mbappé. Il faut parler de ce milieu de terrain brusque. Tu as déjà un petit peu embrayé avec Vitinha. C'est vrai qu'il a fait quand même un très très bon match devant la défense. Là aussi, beaucoup de sérénité, beaucoup de fluidité dans son jeu, pas mal de vitesse aussi. Maintenant, il y a une autre question, toujours hein, une question un peu latente qui reste, c'est autour de Fabian Ruiz. On le voit d'ailleurs sur la note, hein, 5, c'est-à-dire que c'est un match assez neutre, pour pas dire quelconque, mais en tout cas un match où il n'y a pas de choses extraordinaires de sa part. Est-ce que tu vois du mieux, toi, dans ce milieu? Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un début de quelque chose à commencer à installer? En fait, comme j'ai dit, c'est l'utilisation de Vitinha qui, pour moi, fait pas mal de bien à ce PSG-là, dans la maîtrise Mhm. du ballon, etc. Donc voilà, là, tu as eu Zaire Emery aussi qui a été bon. Fabien Ruiz, ces derniers temps, il a quand même été intéressant et c'est pour ça qu'il a gagné beaucoup en temps de jeu notamment. Et Ugarte, bon, il a eu une période plus compliquée, même si la dernière fois, il avait fait un bon match, mais c'est vrai qu'il a été plus dans le dur. Donc voilà, c'est plus encore une fois l'utilisation de Vitinha. Donc je pense que derrière, tu composes avec, quoi. Et c'est pour ça qu'il fait ça, Luis Enrique. Et en soi, sur la forme du moment, de mettre ces trois-là, moi, y a rien qui me choque, hein. Ça me paraît plus logique qu'autre chose. Après, on Pour toi, on verra. a là le milieu qui va continuer cette campagne, pour toi. Bah on verra, parce qu'Ugarte, on le Ouais. sait que c'est un joueur, s'il est bien, etc. C'est quand même, voilà, là on a des joueurs qui peuvent courir comme Zaire Emery et tout, toi qui cours beaucoup, mais on sait Ouais. qu'il a ce côté chien de la casse aussi, Ugarte, et s'il est bien, tu vois, il peut te faire quand même du bien au milieu de terrain, à la récup, etc. Mais là, tu as quand même un milieu de terrain qui est capable de bien tenir le ballon, etc. Donc voilà, on sait que Luis Enrique, il mise quand même pas mal sur la possession, sur les sorties de balles. Voilà, il veut qu'il y ait le moins de déchets possible. Donc voilà, c'est comme je Mhm. disais, sur la forme du moment en soi et par rapport aux intentions de jeu et ce que veut mettre en place Luis Enrique, ce milieu de terrain me paraît cohérent par rapport au choix que tu as, quoi. On sait que depuis le début, de toute façon, le PSG, il n'y avait pas 150 milieux de terrain de qualité. Donc tu étais bien obligé de jouer avec. Et oui, à l'heure actuelle, c'est peut-être les meilleurs choix possibles. Ouais. Scipion, je vais pas faire original, hein, même question. Est-ce que pour toi, là, on tient le milieu qui doit terminer en tout cas cette saison, ou en tout cas être le milieu A pour la Ligue des Champions? Non, forcément, je pense qu'aujourd'hui, Zaire Emery et Vitinha ont un statut un peu supérieur. Ugarte, il a un petit peu reculé dans la hiérarchie, mais voilà, Fabien Ruiz, tu sais, c'est comme tu as dit, tu as employé le terme de neutre, c'est un joueur qui malheureusement est un peu Ouais. trop voilà, mitigé par rapport à ce qu'on attend au Paris Saint-Germain. Et voilà, Luis Enrique a beaucoup tenté, hein, mine de rien. On se souvient du système en 4-2-4 à Newcastle, donc je pense pas qu'on repartira sur un truc à 4 attaquants parce qu'on avait vu sur Ouais. là que ça avait été totalement une catastrophe. Donc pour l'instant, je pense que ça va peut-être, voilà, il va continuer ainsi parce que ça va peut-être un peu plus justement de sécurité d'équilibre. Ça va pas être flamboyant, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui montrent des belles choses. C'est vrai que Vitinha en 6, c'est un joueur qui l'installe à ce poste. On se souvient notamment sur la seconde période face à la Real et ça avait été vraiment très convaincant. Est-ce qu'on reverra voilà, Ugarte ou Kangingli peut-être, hein, mais en tout cas, pour le moment, j'ai l'impression ouais, on va rester sur ce milieu de terrain-là. Mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, forcément, on a envie de plus. Et cet été, avec le départ de Kicks, tout ça, tu te dis, si tu rajoutes un vrai patron, après, tu vois, c'est depuis Thiago Motta le départ. Et Thiago Motta, ça fait déjà 5-6 Ça ans, hein, remonte là. mais oui, mais il te manque ce milieu de terrain vraiment supérieur dans la personnalité, dans la dimension. Et c'est vrai que Bruno Guimaraes, tu vois, des fois je me dis, si tu l'as ramené cet hiver, déjà Ah ça ouais. aurait un visage, mais tu peux quand même être serein pour reconstruire. Et Vitinha, je sais qu'il n'a pas le détracteur et tout, parce que c'est vrai qu'il a tendance de temps en temps à faire des passes latérales ou quoi. Voilà, on va lui laisser encore du temps. Pour moi, c'est un joueur qui peut encore tout à fait s'imposer au Paris Saint-Germain. Faut pas
pas l'enterrer. Luis Enrique est en train de tester quelque chose et je trouve déjà par rapport à la saison précédente, il est déjà un peu plus mature dans son jeu, il tente un peu plus. Ouais. Yous, je pense que tu seras... je pense Ouais. que tu seras assez d'accord avec les autres. Et si c'est pas le cas, tu le dis évidemment. Mais est-ce que toi, il y a des joueurs qu'on a ciblés, des joueurs que tu as identifiés qui pourraient justement changer un petit peu la face de ce milieu de terrain et lui apporter un peu plus de qualité? Bah, c'est du bah, on pense tous à Bruno Guimaraes, hein, forcément, si plus on en a parlé, c'est la rumeur et puis clairement au milieu, c'est le genre de joueur qui sait à peu près tout faire donc tu Ouais. es assez serein, en fonction de l'évolution tu vois, de l'intensité du match d'avoir un mec comme ça ou de l'adversité. Au-delà de ça, je pense qu'effectivement Vitinha, Zaïre-Emery, à mon avis, ils sont peut-être en train de gagner une place. Zaïre-Emery, je pense qu'on le présente plus, mais Vitinha dans cette position plus reculée, moi je le préfère, je le trouve un peu moins. Je le trouvais parfois un peu trop neutre plus haut et je trouve qu'il est plus à l'aise face au jeu dans cette position-là. Donc, clairement, si tu ajoutes un Bruno Guimaraes à cette équation, tu te retrouves avec un milieu très complémentaire et potentiellement très bon. Et puis, tu es, je pense, tranquille sur quelques années. Là. Ouais. Mais ouais, je vais pas faire original, désolé. Mais ouais, Bruno Guimaraes. Tu vois, pour te donner ce regard-là, vu que c'est bon, j'ai été catalogué comme ça me ferait chier que Bruno Guimaraes arrive au PSG. Ah bah oui, tu m'étonnes que ça te ferait chier, toi. Après, il y a aussi d'autres pistes, hein, ça a été dit sur le chat, mais c'est vrai que la piste qui mène à Kimmich, même si elle va être très compliquée, ça pourrait être quelque chose d'assez incroyable. Maintenant, bon, ça ce sera au mercato et on aura le temps de revenir là-dessus. Messieurs, vous aurez ni l'un ni l'autre. C'est moi, possible. je pense que vous aurez ni l'un ni l'autre, perso. Enfin, surtout Guimaraes, parce que tout le monde le veut. Enfin, si vous êtes en capacité de l'avoir, vu que tout... Enfin, un joueur comme ça aujourd'hui, c'est tellement game changer. Enfin, les plus gros clubs seraient dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on verra avec le départ d'Mbappé et tout, est-ce que Guimaraes, il va pas vouloir aller dans un club encore au-dessus du PSG? Moi, j'y crois moyen, perso. Non, vraiment, j'y crois pas. Merci Bruce. Hein, mais moi je suis là toujours pour tempérer. J'ai plus d'eau chaude. Je suis toujours là pour tempérer et casser l'ambiance. Mais pour moi, il y a des clubs qui ont énormément de moyens aussi, qui sont supérieurs au PSG et qui pourraient intéresser Guimaraes. Donc je pense pas que ça serait son option numéro 1. Frère, j'étais en train de prendre une douche. Vous connaissez les gars, tu sais, quand t'es en train de prendre une douche et d'un coup, l'eau elle est froide. Tu comprends pas pourquoi? Ça m'a fait exactement la même. Messieurs, pour terminer sur le débrief du Paris Saint-Germain, top et flop. Et ensuite, on passera au match du Real. Quels sont les joueurs que vous avez trouvé bons, quels sont, même si on en a déjà un peu parlé, mais voilà, juste histoire de pouvoir les extirper un petit peu du reste. Vos tops et vos flops, si vous voulez en mettre 3, 4, 1, 2, comme vous voulez. On commence avec toi, Yous. Alors en top, je mettrais celui qui a la fâcheuse tendance à marquer tout plein de buts en Ligue des Champions, qui en a mis 2, qui est Mbappé. Ouais. Beraldo, j'ai envie de mettre Beraldo également. Puis je dirais Zaïre-Emery. Ouais. Ok. T'as des flops? Pour moi, dur de mettre des flops parce que on n'a pas trop parlé des joueurs qui sont passés à côté. En vrai, hein. Après, tu vois, par exemple, on parlait du positionnement de Dembélé. Il y a peut-être Barcola qui est. Barcola peut-être un peu moins. Barcola aussi peut-être. Hakimi a pas été ouf aussi. Il a pris son carton il sera suspendu au retour. Au quart. Qui t'en cité un, peut-être je citerai Hakimi. Bruce, du coup, toi, plutôt Hakimi, Barcola, c'est ça? Ouais. Après, Dembélé, comme j'ai dit, c'est pas son meilleur match, mais il y a des circonstances atteignantes. Tu vois, c'était pour le bien de l'équipe, etc. Donc, c'est plus peut-être Barcola et Hakimi. Parce qu'Hakimi, c'est quand même un joueur d'expérience. Et après, il a ses petites habitudes avec Dembélé, etc. aussi, d'habitude. Donc là, ça a peut-être changé un peu la donne pour le coup. Et après, en top, bien évidemment, tu mets Mbappé qui te met son premier but, qui va se le chercher tout seul, même si la défense, elle n'est pas ouf sur le coup, parce que tu peux pas laisser autant d'espace à Mbappé dans la surface. Mais le mérite, en tout cas, lui revient. Et puis, il te plie le match derrière avec le deuxième but. Vitinha aussi. Moi, Vitinha, que je trouve très très important. Et puis derrière, peut-être Beraldo ou Lucas, l'un des deux. Et Donnarumma, que j'oublie pas, qui en ce moment est bon et il fait pas d'erreur en plus de ça. Donc on peut aussi peut-être citer Donnarumma, qui fait le taf quand il faut. Ouais, la seule erreur, si on peut appeler ça une erreur, c'est la relance en touche qu'il fait là, sur la première période, je crois. Sinon, oui, c'est vrai qu'il a été encore une fois impérial sur sa ligne. Pipion, on finit avec toi pour les tops et les flops.
Bah, en top numéro 1, je vais mettre le duo Luis Enrique-Kylian, parce que Luis Enrique s'est pris une tempête médiatique de critiques que j'ai vraiment pas compris. Je savais pas Mhm. pourquoi. Là, des fois, il y avait carrément des attaques sur l'homme, et ça me déplaît fortement, parce qu'on a envie de régler ses comptes, et on est là quand même pour parler terrain et football. Et je Ouais. trouve que quand bien même Luis Enrique peut répondre à côté sur les questions, mais si tu regardes le flot de questions qu'on a eu sur Kylian Mbappé et tout, au bout d'un moment, il s'amuse, il répond à côté, bah, il a raison, hein. Enfin, honnêtement, on est un peu épuisé et je trouve que sa gestion, elle est vraiment très très bonne sur ce match. J'aime bien aussi le fait qu'il tente des coups tactiques et même si ça marche pas, j'ai pas envie de dire tant pis, mais tu vois, le 4-2-4, j'en ai parlé de Castle, ok, on passe à autre chose. Dembouz en faux neuf, on reverra peut-être pas ça, mais dans la d'autres où tu vois, la rentrée de Kangingli a quand même été positive. Ouais. T'as voilà, Vitigny en 6, t'as le choix aussi Beraldo qui est assez fort quand même de l'installer comme ça. Donc je trouve que Luis Enrique, évidemment, on verra sur un peu plus dur en adversité, mais c'est vrai que pour l'instant, son début d'aventure au Paris Saint-Germain m'intéresse parce que je trouve qu'il tente des choses tactiquement, il tente de faire bouger ce club, d'impulser quelque chose et je vois là où il veut aller. Donc ça me plaît à ce Ouais. niveau-là. Après, bah, j'ai parlé de Kicks parce que forcément, quand il est comme ça et quand il surjoue pas, quand il est dans un bon mood en fait, quand il est dans un mood équipe de France, Coupe Oh, on du l'a Monde. senti, hein. Ouais. Voilà, là, c'est libéré, on y va, on fait la spéciale, tout ça, cette Côté technique de gauche frappe. aussi. Ah ouais, non Mm. mais, non, mais Il a exactement, mais rien à voir quand il est plus libre ou plus dans l'axe que tu veux que côté gauche. Il est beaucoup plus fort, ah franchement. non, non, pour attaquer la profondeur comme ça, c'est un des tout meilleurs joueurs au monde et ça fait du bien aussi de le rappeler parce que là, ces dernières semaines, on voyait un joueur qui était contre nature et ça commençait un petit peu à saouler parce qu'on, personnellement, en tant que supporter de l'équipe de France, on adore Kylian Mbappé et on n'aime pas le voir comme ça dans cette situation-là. Beraldo, pour tout ce qu'on a dit, forcément, top au niveau de sa personnalité, ce qu'il a montré à Anoeta. Donnarumma qui a encore fait le job et qui est voilà, vraiment une garantie, quelqu'un d'extrêmement fiable. Et Mm. puis oui, c'est vrai qu'en flop, Hakimi, quand même, au bout d'un moment, quand tu prends latéral à 70 millions d'euros, tu t'attends à ce que voilà, ce soit un des mecs les plus fiables de ton équipe. Et j'ai vu dans le chat, ça disait depuis le retour de la CAN, il est pas ouf. J'avais envie de dire un peu avant. Le problème, c'est qu'Hakimi, Mm. c'est le montagne russe, quoi. Tu as 3 matchs top où il va te mettre des buts, ça va être génial dans l'apport, et d'autres où il va être totalement insignifiant. Et c'est pas normal pour un joueur de sa trempe qu'on retrouve comme ça. Et côté Real, j'étais un peu déçu du match de Kubo, qui a pas su voilà, enflammer cette rencontre comme on l'attendait. Parmi les offensives de la Real Sociedad, ça me paraît être le plus intéressant, parce que Oyarzabal, c'est vrai, il revient de blessure. Mais Kubo, je m'attendais à bien plus sur cette double confrontation. Ouais, c'est vrai que ouais, la Real Sociedad, je sais pas si vous l'avez senti aussi, mais on avait l'impression qu'ils avaient vraiment pas l'énergie, ou en tout cas la même énergie qu'à l'aller sur la première période, en tout cas où il y avait un pressing quand même assez intense. Là, on voit les notes des joueurs de la Real Sociedad, mais c'est sûr que c'est difficile aussi de les accabler, mais en même temps, oui, le manque d'énergie a sûrement bien aidé le Paris Saint-Germain à se qualifier sur ce match-là. Messieurs, on referme la page PSG Real Sociedad et on passe maintenant à un autre Real, le Real Madrid. On va parler de ce match. Je Oula. pense que notre Oula, oula. analyse. Ouais, oula. Je pense Les que. problèmes. Sur Les l'aller-retour, problèmes. si t'es supporter de Leipzig, sincèrement, oula, force à eux, hein. Ouh. Les gars, c'était trop calme là. Il faut venir enflammer un petit peu tout ça. Alors, je pense que ça va tourner autour de 3 axes peut-être au niveau de nos analyses, messieurs. Il y a eu 3 choses qui sont quand même sorties du lot après cette rencontre. On a eu cette impression que le Real est un petit peu passé à côté, notamment sur la première période. Enfin, on n'a pas vu un très très grand Real. Même On peut sur tout le parler, match, on peut hein, ils ont revenir. pas été fous, hein. Voilà, on peut revenir sur le manque quand même de justesse de Leipzig hein, dans les zones de vérité. Il y a eu quand même beaucoup de ratés de la part des attaquants allemands et notamment d'Openda. Et puis l'effet de jeu ou alors un fait de jeu qui aurait pu littéralement changer le match, hein, tout simplement. Vinicius qui reste sur le terrain après cette pseudo-agression et qui finit par marquer un but. Donc voilà, Ça, il y a c'était peut-être des sûr, hein. choses à dire là-dessus. Évidemment, c'est toujours comme ça, c'est les scénarios. On commence avec toi, Bruce, justement, sur ce match, parce que j'ai l'impression que tu as pas mal de choses à dire là. Non, non, mais c'est vrai que c'est triste parce que sur l'ensemble, déjà, moi perso, à l'aller, le premier but, je l'aurais validé 400 fois et ça aurait pu changer la donne, faut être Ouais. honnête. Là, t'as quand même quasi une mi-temps entière à 11 contre 10 où on voit que c'était un Real prenable et voilà. Bon, avec Dessy, on coupe du bois, mais en plus derrière, t'as Vini qui marque, il aurait dû se faire expulser, on est tous d'accord là-dessus. Et quand t'entends les joueurs, je sais plus c'est Henry, je sais plus qui a dit ça, il a dit si c'était un joueur de Leipzig qui avait fait ça, il aurait pris rouge à 100%. Moi je suis d'accord avec ça, voilà, c'est la force des grands clubs, on le sait.
Le Real est le plus grand club de l'histoire. Et du coup, à ce petit jeu-là, c'est vrai que ça tourne beaucoup pour eux, et notamment en Ligue des Champions, on va pas se mentir. Donc c'était un Real qui était prenable. Ça, on le sait, on l'avait vu à l'aller aussi, hein, sur la double confrontation. Leipzig joue mieux au ballon, il se crée plus d'occasions, etc. Mais on connaît la limite de Leipzig aussi, c'est qu'ils n'ont pas la même efficacité que le Real. Donc on l'a vu à l'image de Sesco, Openda, etc. Je veux dire, dès que tu arrives dans la zone de vérité, honnêtement, c'est souvent les plus mauvais choix ou des frappes ratées. Et voilà, à ce niveau-là, tu le payes aussi, au-delà peut-être des faits de jeu dont on vient de parler. Et tu sais que le Real, ça va être très tueur. Et il leur en faut 4 fois moins des occasions pour que ça fasse but. Voilà, bon, Vini, il est encore sur le terrain, lui, c'est pas de sa faute. Il va pas s'empêcher de marquer parce qu'il n'a pas été expulsé. Et derrière, tu vois son but. Voilà, la frappe, elle est incroyable avec la passe de Jude et tout. Mais la frappe, elle est vraiment magnifique. Tu donnes ça à Leipzig, ça part en tribune. On le sait tous. C'est là aussi non, mais c'est là la différence à ce niveau-là. Au-delà des faits de jeu, c'est l'efficacité. C'est pour ça que tu as des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde et d'autres moins. Mais après, c'est vrai que c'était un Real qui n'était pas incroyable. Loin de là, qu'aurait pu se faire peut-être éliminer sur la double confrontation, hein, quand on voit ce que Leipzig a proposé contrairement à eux. Enfin, moi, je les ai trouvés un peu supérieurs, en tout cas dans le jeu. Mais voilà, c'est l'efficacité, tu le payes à ce niveau-là, il faut être clinique. Et on sait que le Real, ça sera compliqué de les sortir, hein, pour différentes raisons, parce que déjà, c'est un très grand club, il y a des très bons joueurs. Et ils vont peut-être récupérer des joueurs petit à petit aussi, blessés de longue date. On verra en avril notamment. Et puis bah, après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui font que bah, c'est un club pas comme les autres, hein, et que c'est très compliqué de les éliminer pour plein de raisons. Ouais, tout à fait. Et c'est ça qui est toujours assez impressionnant, hein, à voir année après année. D'ailleurs, Yous, même Carlo Ancelotti l'a reconnu, hein, il l'a dit lui-même, hein, qu'ils avaient été mauvais, hein, que c'était pas du tout un grand Real sur cette rencontre-là et peut-être même sur la double confrontation. Comment t'expliques, toi, que le Real finisse quand même par s'en sortir au-delà de ça reste le Real et c'est un club à part, comme le dit Bruce? Ils ont ça dans le sang, hein. Ils ont ça dans le sang. Non, non mais qu'est-ce que c'est dur de les analyser. C'est Ouais, comme c'est ça dur, chaque hein, c'est dur. année. C'est que à partir d'un moment, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'ils ont ils ont ce savoir-faire quand les lumières s'allument, que tu as l'hymne qui résonne, et ben c'est un autre contexte. Et puis même, ils ont cette capacité à plier, à plier, à plier, et Ouais. à pas rompre. Parce que sur la double confrontation, évidemment, Leipzig a eu énormément d'occasions et je pense qu'ils peuvent s'en mordre, ils peuvent s'en mordre les doigts, pardon. Ouais, ouais. Mais enfin, c'est aussi ça, c'est qu'ils ont pas été, ils ont pas joué comme des bonhommes, ils ont pas joué comme des darons. Le Real, ils en ont eu une qui leur permet d'ouvrir le score avec un beau but d'ailleurs à Bellingham qui emporte le ballon et qui met une super passe à Vinicius. Bah, c'est aussi ça, c'est je pense ils ont cette capacité à être largement au-dessus de ces adversaires, même quand ils subissent, de sorte à ce qu'ils subissent, ils savent subir, ils encaissent peu, et le peu d'occasions qu'ils ont, ils les transforment. Après, moi, je pense que effectivement, Carvajal. Carnaval. pas mal, ouais. Après, contre un autre adversaire à voir, hein, parce qu'effectivement, là, si effectivement la défense, Nacho et Kroos, il a eu 7. Et Lounine. Mais apparemment, le nom, ça s'écrit comme ça parce que. Non, mais parce que moi, Il y a je l'ai vu deux dans les orthographes. journaux. Ah, Oui, ok. Ça s'écrit Moi, je comme le ça, vois il me jamais semble. écrit comme en ça, russe. perso. C'est pour ça. Ouais. C'est l'équipe, je crois, qui l'écrit comme ça, je crois. Oui, Ok, l'équipe ok. l'écrit comme ça, oui. Oui, Ouais, c'est complètement. ça. Mm. Et à mon avis, On c'est t'a une note de coupé. l'équipe. Non, mais après, effectivement, il y a quelques individualités, je pense, qui sont pas au niveau de ce 11, mais c'est dû aux blessures. Donc, à voir comment ça se passera contre une autre équipe. Voilà, on parlait tout à l'heure du tirage potentiel du PSG. Bah, si le Real tire un PSG ou un City, bah, à voir, parce qu'effectivement, là, les Nacho et Kroos qui sont en galère pour lâcher la caravane quand il faut courir 30 mètres derrière, peut-être que ça va être compliqué pour eux. Donc, voilà. Maintenant, ça Ouais. reste le Real. Et... Moi, tu vois, j'ai même pas envie de parler de cette action de Vinicius. Bon, je sais pas, Oui, ça bah, m'intéresse pas. c'est presque comme si on était un petit peu habitué, hein. Oula, qu'est-ce que tu veux dire, Wack? Dis-nous. Bon, pas grand-chose. Pas Non, mais grand-chose, j'ai hein, pas la routine. Une routine, hein, Moi, bien établie. Moi, ce qui me fume, c'est comme je dis, moi, si j'étais supporter du Real, je Ouais. dirais, ouais, il y avait rouge, mais je suis content qu'il n'y ait pas eu rouge, Vini marque derrière, Ouais, et je c'est suis normal. content de ça, je vais pas pleurer, je suis supporter Normal. de cette équipe. Moi, ce qui me fume, c'est les supporters du Real qui vont pas assumer ça, qui vont dire pleurer, il n'y a pas Qui rouge, viennent machin. t'insulter, ouais. On s'est pris une douille la dernière fois. Ouais, les gars, dans l'ensemble, vous douillez énormément, beaucoup plus que l'inverse. Faut être Ah, mais- honnête. Faut juste, tu peux être content parce que ça va dans le sens de ton club. Soyez content, mais tu peux admettre que
Normalement, c'est rouge tous les jours. C'est juste ça, les gars. Voilà. Quand il y a un fait d'arbitrage qui va dans ton sens, il y a un moment donné, faut juste le dire. En fait, c'est pas un drame, c'est pas une insulte de le dire. Et franchement, Tchouaméni, quand tu l'écoutes après le match, à demi-mot, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit oui, à l'aller, on n'a pas été avantagé. Au retour, peut-être un peu plus. Donc voilà, mais si même les joueurs le disent, il n'y a aucune honte à dire que vous avez été avantagé par l'arbitrage. Mais bon. Ça c'est encore autre chose. Pifion, on va essayer de se projeter encore une fois, de transposer un petit peu, parce que c'est vrai que là, on a vu véritablement une faiblesse devant le but de la part de Leipzig. Et si on avance dans la compétition et que on se retrouve face à un City, voire même face à un Bayern, hein, qui peut être malade, mais qui peut très bien voilà, être létal devant le but. Est-ce que toi, t'es plutôt inquiet pour le Real quand tu vois la double prestation là qu'ils ont fournie? Je sais pas s'ils pourront passer autant à côté qu'hier et lors du match aller. Parce que c'est vrai que le Real nous a habitués à tellement mieux, plus de maîtrise. Et ça faisait très longtemps, en plus que sous l'équipe de Carlo Ancelotti, on savait que la Ligue des Champions, ils géraient plutôt bien ça, quand bien même il y avait beaucoup de blessures et quelques manques dans l'effectif. Pas toujours la bonne profondeur de banc. C'était Real Madrid qui maîtrisait son sujet en Ligue des Champions, jusqu'à tomber forcément, comme l'an dernier en demi-finale, sur un City qui était supérieur, et là, il n'y avait rien à dire. Mais là, c'est vrai que contre Leipzig, ils sont tombés sur des mecs, super sympa, quoi. Sesko, Openda, Olmo, c'est vraiment les bons potes, quoi. Là, c'est serein avec eux, hein. Franchement, devant le but, Sesko, même l'action, il part hors jeu. Ah ouais, oui, il la donne pas, là. Il donne pas et il va tout seul. Ah ouais, mon grand, là, t'es généreux, quoi. Non, après, forcément, je trouve que c'est là que tu vois que c'est l'équipe qui a ce plafond de verre, et pourtant on parle d'une équipe qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions il y a 4 ans lors de la fameuse édition Covid quand c'était à Lisbonne. Donc c'est un peu regrettable parce que cette équipe elle a le jeu, elle a la personnalité, mais la finition, l'efficacité, ça peut pas passer à ce niveau-là avec des champions. C'est critique et je pense que Marco Rose et les dirigeants de Leipzig vont en prendre conscience un jour ou un autre. Il faudra changer un petit peu peut-être cette approche de match pour être beaucoup plus efficace, peut-être méchant, parce que malheureusement, Leipzig s'est peut-être fait un petit peu rouler dans la farine par ce Real qui les ont eu l'expérience. Après, c'est vrai que côté satisfaction, forcément, Xavi Simons, j'avais déjà bien aimé son match à aller. Au retour aussi, il y a quand même beaucoup de bonnes prédispositions. Je sais que le chat est un peu partagé peut-être sur sa performance, mais on parle d'un joueur de 22 ans qui dispute son premier match à élimination directe en Ligue des Champions face au Real Madrid. J'avais préféré son match aller, par contre. Il avait été un peu au-dessus dans le match aller, ouais. Ça, je suis d'accord. Et franchement, moi, je trouve que en termes de perspective pour son retour au Paris Saint-Germain, puisqu'on commence à deviner les contours d'une construction d'équipe, voilà, Xavi Simons à la baguette, ça peut être super intéressant. Donc, ouais, il y a quand même du positif à tirer. Mais c'est vrai que, voilà, si on revient peut-être sur l'aspect Real Madrid, je pense que c'est un accident de parcours, un accident de route, et que ça se reproduira pas. Je pense qu'ils ont bien compris qu'ils sont passés tout proche du précipice. Et d'ailleurs, chose étonnante quand même, le Bernabeu leur a bien signifié. Hein. Ouais, ils ont sifflé, a sifflé. C'est dire, on parle d'une équipe qui est détentrice du record de titres en Ligue des Champions, et voilà, on s'arrête pas sur une prétendue bonne forme. Non, non, on est leader de Liga, mais ce que nous proposez, c'est un spectacle indigeste. Et voilà, je pense que c'est un message assez fort qu'a envoyé en disant le Real Madrid peut pas se contenter d'être ensénateur et surtout de souffrir comme ça. Avec eux, ça passe pas en tout cas. Avec les supporters madrilènes, ça c'est des choses qui passent pas. Enfin, je veux dire, de livrer de telles prestations, oui, tu peux pas l'accepter. Mais maintenant, la question que je me pose, en tout cas personnellement, et ne reparlez pas de mon prono de avant 8e de finale, c'est est-ce que le Real a les moyens justement pour la suite d'élever le niveau et d'être différent, parce que moi je continue à vous le dire, hein, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de voir que cette équipe est en difficulté, et je trouve qu'il y a un truc qui va pas, et pour moi, qui dans peut le les foot, voir sombrer absolument. mais Bruce, tiens, je te pose la question à toi. Dans le foot, pour moi, ça ne peut pas reposer éternellement sur les exploits de... j'ai cru que t'allais dire autre chose là, oula. Non mais pour moi c'est pas possible. En fait une équipe, pour aller au bout d'une compétition comme ça, et je pense qu'à l'époque où ils y vont avec Benzema qui est en feu, là c'est complètement irrationnel ce qui s'était passé cette saison-là. Mais là, cette année, avec un City que t'as en face, avec toutes les équipes qu'il peut y avoir, même un Bayern, même un Inter, je vois pas comment cette équipe, avec seulement ses individualités et seulement le poids du maillot et de l'écusson, peut réussir à aller au bout. Enfin, moi je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne.
Après, si on part de ce principe, le Real, c'est souvent irrationnel, comme vous l'avez dit, hein. L'année où ils gagnent avec Benzema, tu vois les matchs, à chaque fois on les enterre et tu te dis, ils peuvent pas aller au bout, à chaque fois en étant menés, en prenant autant de buts, etc. Et ils arrivent tout le temps. En fait, c'est un club et une équipe, t'as l'impression que dès qu'il faut accélérer ou faire le petit truc, s'ils sont vraiment en danger, s'ils se prennent un but, ils sont capables d'hisser un peu leur niveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils ont tout le temps ce truc-là quand même. C'est vrai que sur la double confrontation, ils n'ont pas été fous, ça c'est clair et net, mais au score, ils n'ont jamais été derrière. Et peut-être que si à un moment donné, ils avaient été derrière ou ce que tu veux, on aurait vu un autre visage aussi du Real. Même si c'est vrai qu'il y a eu pas mal de faiblesses là, et c'est quand même pas normal au Real comme ça de pas faire un bon match contre Leipzig. Ça, je suis d'accord avec toi, il y a certaines limites. Après, il y a aussi des absents, etc. On le sait depuis très longtemps. Mais après, c'est le Real, j'ai envie de te dire. Ils peuvent poser des problèmes à n'importe qui et sortir n'importe qui. Ils peuvent faire le dos rond et ils peuvent être cliniques. C'est une équipe qui sait encaisser, entre guillemets, qui sait dominer. Même si tu as l'impression qu'ils concèdent pas mal d'occasions et tout, mais au final, ils vont pas forcément prendre l'eau comme d'autres équipes et couler. C'est vraiment leur force. Et comme je t'ai dit, ils sont capables aussi d'hisser leur niveau si vraiment ils sont en galère complète, je pense. Et après, Leipzig, même si c'est une équipe qui a des difficultés à finir, etc., et on le voit en championnat, tu vois, ils sont pas dans les 4 premiers ou quoi. Enfin, si je dis pas de la merde, ils sont un peu derrière. Mais c'est quand même une équipe qui est capable, qui est joueuse et de poser des problèmes. On l'avait vu même en poule contre City, où ils menaient 2-0, je crois, à un moment et tout. C'est une équipe qui est casse-couille à jouer, tu vois, pour n'importe qui. Et on sait que le Real, c'est une équipe qui aime pas peut-être jouer aussi contre ces équipes-là, tu vois, au niveau du rythme et tout. Donc, au niveau du match-up, c'est pas ce qui leur convient le mieux. Mais le Real, oui, pour moi, il y a des équipes peut-être un peu supérieures, mais ça reste top 3 en ce moment encore, des équipes en course en Ligue des Champions. Et voilà, tu peux jamais enterrer complètement le Real. C'est toujours pareil avec eux. Ils arrivent toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Voilà. On va finir sur ça, Yous, hein, mais c'est un petit peu ce que tu disais, ce que Bruce vient de dire, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que l'équipe plie, mais ne rompt pas. Maintenant, la question, je te la pose aussi à toi aussi, face à une meilleure adversité, face à une équipe encore plus forte dans les deux surfaces, est-ce que tu penses que ça pourra tenir? En tout cas, je parle de cette saison, hein, je parle pas de manière générale. Non. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte déjà. Pose la question aux équipes. Est-ce qu'ils ont envie de rencontrer ce Real? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de le rencontrer. Après, pour moi, il y a aussi 2 paramètres à prendre en compte, c'est les absents. Potentiellement, il y a des mecs qui vont revenir et qui peuvent tout changer, notamment défensivement. Et troisièmement, c'est que en quart, tu tires le PSV, tu tires le Dortmund, par exemple, c'est pas la même histoire et il se faufile en demi facilement et après, on se reposera des questions. Donc, et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que globalement, ce Real, moi, sur cette saison-là, même quand il y a des matchs contre le Barça, alors le match aller, je crois que le Real l'aborde pas super en forme. Et tu sens que dans ce genre de match coup près, ou de matchs de haut niveau, des grands rendez-vous de football. C'était Bellingham qui t'envoie un parpaing de 25 mètres alors qu'ils étaient en galère. Ouais. Et ils se mettent au diapason et ils s'en sortent. Tu vois. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout résumer le Real à ce qu'ils ont fait contre Leipzig. Parce que ça reste une équipe qui est relou, même si elle a péché à la finition, ça reste quand même une bonne équipe, cette équipe de Leipzig. Donc, à mon avis, faut pas en faire trop d'histoire par rapport à ces 2 matchs. Tu verras pas un pire visage pour moi. Ok. Et juste, si je peux rajouter un petit truc, c'est que le Real, on a l'habitude, ça sera rarement l'équipe la plus impressionnante. De toute façon, il y a plusieurs matchs dans le match avec cette équipe, mais ils ont tellement des individualités fortes. Voilà, comme Vini, t'as Bellingham cette saison, etc. Bon, Rodrigo, c'est peut-être un peu moins bien ces derniers temps, mais lui, on sait qu'il peut allumer la lumière. T'as Kroos qui fait une saison de taré. Comme l'a dit Yous, ils vont récupérer des joueurs. Ils vont récupérer des joueurs et tout. Mais voilà, il y a un mélange d'individualités qui peuvent te plier le match à tout moment. On l'a vu, on le voit avec Vini et Bellingham, et tu as aussi l'expérience derrière. Et au-dessus de ça, c'est le Real qui fait peur à tout le monde quand tu les joues. Tu as l'impression que les équipes, dès qu'elles jouent le Real, elles chient dessus aussi, parce qu'il y a un côté mystique, tu vois, d'une certaine manière où tu sens... Ça, c'est sur la mystique, voilà, ça, je l'accepte totalement. L'ascendant psychologique dans le sport à haut niveau, mais c'est un truc de taré. Et tu sais que le Real en LDC fait peur à tout le monde. On avait même vu City, bon, pas l'année dernière, mais City, il y a quelques années, même quand ils menaient, on pensait qu'ils avaient fait le plus dur. Une équipe comme City, qui était déjà la meilleure équipe au monde, ils se sont mis à paniquer contre le Real et ils ont fini par perdre le match, tu vois. Ils ont cet ascendant aussi. Très bien. Non, en tout cas, c'est cool, les gars. On a fait nos 2 gros débriefs des rencontres qu'on avait ciblées et mis en avant. Maintenant, on va parler des autres matchs. Hein. On va parler de City, on va parler du Bayern aussi. On va être peut-être un petit peu plus court pour pouvoir se laisser le temps
pour nos pronos Europa League. On va commencer avec le Bayern, finalement, Scipion, qui s'en sort. Le Bayern qui passe ce tour face à la Lazio, et le Bayern qui retrouve quelque part voilà, un peu de couleur, hein, parce que ces dernières semaines avaient été terribles, vraiment. Elles avaient été terribles pour les Bavarois. Et là, finalement, qualification 3-0, là aussi sans trop trembler, avec une nette domination, on le voit sur les statistiques. Est-ce qu'on a retrouvé le Bayern Champions League là? Je sais pas si on a retrouvé un Bayern totalement conquérant, mais en tout cas, c'est ce que je te disais par rapport à leur Ouais, dernière sortie, notamment contre Fribourg, contre la Lazio à l'aller. Ils ont enfin réglé ce problème d'efficacité parce qu'ils avaient tellement d'occasions. C'était surtout ça qui m'inquiétait, c'est que c'est un Bayern qui est moins impérial défensivement, qui est moins justement structuré, qui subit, mais qui voilà, se procure tellement d'occasions. Et sur les dernières semaines, c'est vrai que je voyais pas la finition comme on pouvait le voir. Et là, c'est vrai que Harry Kane, mine de rien, il fait une top saison. On peut le chambrer sur le fait qu'il n'y ait toujours pas de titre d'un point de vue collectif, mais c'est un des meilleurs attaquants de sa génération. Et il en aura des titres. Là, je m'inquiète pas. Peut-être que ce ne sera pas cette saison, mais il va finir par en avoir parce que c'est un attaquant d'une dimension supérieure. Et ce Bayern reviendra en forme. Ça, je n'en doute pas. Ce qui m'a plu aussi, c'est le match de Pavlovic. Justement, c'était un des choix au niveau de l'alignement de Thomas Tuchel, c'est de mettre ouais, Goretzka, Pavlovic et Kimmich latéral. ouais. Et justement, c'est un jeune joueur. Et je me suis dit, voilà, ça peut être là, c'est le match qui me fait tout dégoupillé dans cette saison du Bayern, ça peut vraiment partir en éclat. Et lui, il a vraiment fait un match de patron qui est très intéressant. Il y a pas mal de séquences Mais qu'on il est bon, hein, même circulé. en championnat, lui, il avait Non. fait des bonnes apparitions, hein. Ouais, franchement, je pense que c'est peut-être Ouais. un des vainqueurs finalement de cette période bizarre du Bayern qui se cherche encore, surtout au milieu de terrain. Et lui pourrait finir. Après, écoute, je pense pas qu'il soit du niveau justement du Bayern. Je pense que même contre Oui, un oui, Real, oui, oui. ça pourrait être compliqué ou quoi. Mais voilà, mine de rien, il reste que 5 matchs pour aller chercher la victoire et que c'est des matchs couperés et que cette équipe, elle a l'effectif pour. Il faut juste qu'elle soit dans un bon mood et surtout si ils sont tranchants, s'ils sont méchants, il y aura peut-être les retours voilà de Coman et Gnabry après la trêve internationale. Même si je pense que Coman sera un peu plus tard. Là déjà, on a vu le retour de Sané. Écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il y a des alignements dans la compo. On va voir Eric Dyer titulaire avec des champions. Tu vois, ça peut surprendre. Donc, je sais pas si on va continuer longtemps avec lui. Mais en tout cas, le Bayern s'est offert voilà, ce match un petit peu de gala pour sauver sa saison. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la Ligue des Champions? Moi, je te dis, honnêtement, Tout est voilà, possible, hein. tout est possible. Il y a quand même Ouais. encore des manques. Voilà, je pense que contre City, contre l'Inter, contre le Real, ça peut être compliqué. Mais honnêtement, je pense que les joueurs ont conscience que il y a plus de Coupe d'Allemagne. Le Bayer Leverkusen s'est envolé, c'est fini en championnat. Il reste Ouais. plus que ça. Donc si tu mets toute ton énergie sur ça, combien même c'est du stress, on parle de joueurs qui ont l'habitude de ce type de rendez-vous. Il y a des mecs qui peuvent faire des différences à tout moment. Ah oui, mais par contre, De Light, c'est pas un Coca Light. Hein. Je sais pas qui a fait le. The light. Il n'était pas par sous Coca Light, celui qui a ah ouais, fait- là, là, c'est pas Loudi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Là, on a bien rectifié. The Et light. écoute, pour terminer, c'est vrai que le match d'Harry Kane prouve que, comme je te dis, moi, c'est un attaquant que j'admire, que j'adore, et qui ira chercher un titre tôt ou tard. Ce n'est que partie remise. Bruce, je t'ai vu sourire là tout à l'heure pendant le plaidoyer de Scipion. Il y a quelque chose que Bah, tu voulais c'était nous de dire? lire, non? C'était sur ça. Non, Ah, c'est juste ça, ok, d'accord. non, Non, mais non, il a tout dit. Après, c'est une équipe qui, pour le coup, on attend peut-être tellement moins cette saison en Ligue des Champions qui, pour le coup, ils seront limite, tu vois, outsiders. Ils sont passés outsiders, t'as l'impression, cette saison de la Ligue des Champions. Alors qu'on parle du Bayern. Mm. Faut toujours quand même Non, se. moi, je les ai jamais passés outsider perso. Moi, je les considère toujours comme un favori, hein, Ouais, vraiment. non, mais je te parle au vu de leur saison Ouais, bien et quand sûr, tu bien vois ce sûr. qu'ils font, où c'est vrai qu'ils sont en difficulté, tu sais, ils ont été relégués au deuxième chapeau, t'as l'impression des favoris. Ouais. C'est ça. Oui, dans le Mais chapeau des favoris. on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite montée en puissance en récupérant leurs joueurs. On sait que Coman, ça peut être un joueur déterminant et aussi en Ligue des Champions. Ils ont plus que ça à jouer, être en mission sur ça pour essayer de sauver la saison. Après, il y a le tirage. Bon, faut avoir un peu de chance qu'ils peuvent faire que, tu vois, ils peuvent aussi avoir un petit parcours. Mais en soi, le Bayern, on sait tous, hein, ça reste le Bayern et ils seront capables de sortir quasi n'importe qui. Donc, faut toujours se méfier, voilà, même si c'est vrai que c'est pas le Bayern le plus impressionnant cette saison. On va peut-être pas les enterrer tout de suite. Ils peuvent faire mine de rien un petit truc. Ouais, comme d'habitude, hein, le tirage va quand même compter énormément, hein, pour la suite de cette Ah, Champions ça. League. On va parler un peu de City aussi, à moins que tu aies envie d'ajouter un truc, Yous, mais
Non, Kimmich RTTF qui prend le plus, hein, on est soulagé. T'es content, toi. Toi, je vois que t'as pas lâché le jeu, toi. Hein, tu fais partie des rares résistants qui sont encore là en mars. En vrai, j'ai un peu lâché, mais je regarde beaucoup les joueurs que j'ai en Evo, tu vois. Oui, mais parce que tu suis en fait, forcément. Tu as investi sur des joueurs, donc naturellement, bah, t'as pas envie de complètement lâcher, c'est sûr. Non, mais après, non, sur le match, ouais, après, t'es passé sur City. Non, le Bayern qui a su mettre la pression. Lazio, une approche un peu attentiste. Hein, ils sont restés regroupés devant leur bise. Ils ont, à mon avis, trop pensé à vouloir défendre cet avantage d'1-0. Peut-être que le résultat de l'aller leur a peut-être pas rendu service dans l'approche. Et au final, le Bayern, je pense que c'est le genre de scénario qu'ils préfèrent. Tu vois, ils ont la possibilité de s'installer dans le camp adverse, garder le ballon, faire 1 milliard de passes et pouvoir enfoncer l'équipe adverse. Et au final, ils ont fait le match qu'il faut. Et Kane et Müller ont été très bons. Ouais. Mais c'est l'efficacité aussi qui leur fait défaut, parce que même à l'aller, ils ont des occasions, hein, le Bayern, mine de rien. Mais ça punit pas, alors que le Bayern, ils ont habitué à se créer un gros volume d'occasions, il y a à punir. Et c'est aussi, bon, au-delà peut-être d'encaisser plus de buts et tout en général cette saison, mais devant, ils sont moins efficaces. Alors que normalement, on le sait, c'est des rouleaux compresseurs. S'ils retrouvent un petit peu d'efficacité, c'est sûr que ça va pas être la même histoire, parce qu'ils prendront des buts, mais on sait qu'ils savent en mettre beaucoup aussi, donc voilà, puis encore une fois, vu que c'est une LDC assez ouverte, tu vois, là on a parlé du Real, on les met tous dans les gros favoris, et le Real, ils ont joué Leipzig, qui est normalement moins fort que le Bayern, ils ont été en galère sur 2 matchs. C'est pour ça que c'est dur, en vrai, cette LDC, elle a l'air tellement ouverte, mis à part peut-être City et l'Inter, on va voir, l'Inter ils sont pas qualifiés encore, hein. Peut-être ils vont prendre une queue à l'Atletico, mais c'est vrai que ça semble les 2 équipes les plus cohérentes pour le moment en tout cas, mais ça peut évoluer, hein. C'est tellement dur. Ouais, non, vraiment, vivement le tirage, hein, vraiment. Non, oui, parler de City, mais bon, on peut être un peu plus court là-dessus. Youth, on l'a vu à l'aller, il y a eu une période où Copenhague a quand même bien embêté Manchester City. Il y avait attends, Copenhague était devant, il me semble même, hein, à l'aller, hein. J'ai plus la mémoire. Je crois qu'il y avait soit un partout, soit Copenhague était devant. Je sais plus trop, mais en tout cas, je sais qu'il y a un moment donné où c'est peut-être le premier but qu'ils prennent, City. Je sais plus. Si, ils égalisent ou ils prennent peut-être le premier, c'est possible. T'as peut-être raison. Je sais plus. Le chat va nous dire. Ils égalisent City, hein. Ouais. Ils voient une marque au début. Ok. Ah, ok. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, Copenhague a pas démérité. On les a franchement trouvés assez vaillants, et même sur le retour, hein, même si City plie l'affaire en une période, ils ont quand même fait un beau match. Mais bon, City reste très régulier, Youss. Ouais, non, bah après City, tu vois, de la même manière qu'on parlait du PSG dans son approche du match, à partir du moment où tu mènes 2-0, depuis 1 ou 2-0 au retour, je pense que c'est pas le même genre de match. Il y a qu'à voir également les petits qui sont rentrés côté City. Ça va vous faire mal, hein, et ça me fait mal, moi, quand je vois ça. Il y a des mecs en 2005 qui sont rentrés. Hein. Voilà, 2005. Je savais pas que des gens naissaient. C'est l'année de PES 5 où je joue en ce moment. J'étais déjà limite majeur quand je jouais à PES 5. Quoi. En Master League. C'est là le souci, quoi. Ouais, donc voilà, après, donc ça forcément, ça en dit long sur, je pense, comment ils ont dû gérer ce match City. Mais effectivement, Copenhague a eu quelques beaux buts d'ailleurs. Hein, magnifique. L'action est magnifique. Belle action. Et ouais, non, mais après, un City en maîtrise, qui a fait même la compo de départ. Hein, il avait pas mal fait tourner. Hein, c'est de la gestion. Oscar Bob. Donc je sais pas s'il y a énormément d'enseignements à tirer là-dessus sur un match comme ça, si ce n'est que City, même quand c'est pas l'équipe A qui joue, ils ont quand même cette facilité, cette maîtrise qui transparaît quand même. Ouais, la structure est toujours présente, et c'est vrai, Bruce, hein, juste pour finir sur City. On a vu que l'équipe qui avait été alignée était bien différente de celle d'habitude. Là, le message, il est clair. Et puis de toute façon, City fait partie de ces équipes qui peuvent se permettre ce luxe à chaque fois de venir faire tourner en Champions League. Il y a des échéances très importantes là, qui arrivent en Première League. Et ils sont encore partis peut-être sur des bases incroyables, hein, pour cette fin de saison. Ouais, non, là, mais clairement, le match le plus important pour eux cette semaine, c'est Liverpool. Hein, parce que, très clairement. City à domicile avec 2 buts d'avance à la base contre Copenhague, bon, tu te doutes bien qu'en faisant tourner, en gérant un peu l'effectif, ça fera le boulot, et c'est ce qui a été fait. Donc voilà, ils peuvent se permettre ça, City. Et bon, on le sait, ce City-là,
qui est sûrement encore une fois la meilleure équipe cette saison. Enfin, moi je pense, en tout cas en Coupe d'Europe, ça sera la plus compliquée à battre. Ça reste mon grand favori pour la Ligue des Champions, même si c'est vrai qu'on a eu l'impression que ce City-là était peut-être moins impressionnant par moment, mais les saisons passées, il y a toujours une période, notamment pas partie de saison, où parfois ça ronronnait un peu, mais en général, quand tu arrives sur la période où ça compte le plus, ils récupèrent tout le monde, etc. Et c'est là qu'ils sont le plus forts. Mm. Donc voilà, moi je vois encore un City monter en puissance et très certainement aller chercher une deuxième LDC consécutive. Ouais, c'est un scénario qui est clairement possible. Rendez-vous en tout cas dimanche hein, pour le match Liverpool-Manchester City. Ça va être beau. Plutôt, ouais, Liverpool-Manchester City, dont on parlera bien entendu d'entrée de jeu dans le hors-jeu de lundi, hein, les matchs qu'on attend toujours avec le plus d'impatience. Sauf Pipion. Pipion, justement, je t'embête pas avec City. On file en Europa League, on va se regarder un petit peu les cotes. Juste avant, on va parler quand même du match de l'OM parce que c'est ce qui va retenir un petit peu notre attention ce soir contre Villarreal. Yous, tranquillement, je te laisse à feu doux et après je viens vers toi. À quoi tu t'attends, toi, ce soir, Pipion? La suite de l'effet Gasset, on espère une grande perf là des Marseillais? Ouais, forcément, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset où c'est très intéressant dans ce qu'il met. On rappelle, c'est simple, mais voilà, c'est une équipe qui était malade aussi dans la tête. Et je pense qu'il fallait remettre un petit peu à l'endroit certains joueurs, dont Iliman Ndiaye qui illustre très bien ça. Pour moi, ce match, en fait, si l'OM cherche à se venger de Marseillino, ils vont peut-être se tromper de débat. Et je pense qu'il faut vraiment bien rester concentré. Après, bah voilà, Villarreal, c'est vrai, 12e de Liga, qui déçoit par rapport à ses attentes, à ses standards habituels. Mais c'est une équipe qui connaît tellement bien cette compétition, qu'il a remporté il y a quelques années avec Unai Emery, qui a des joueurs tu vois, d'expérience pour faire mal à l'OM. Donc il ne faut surtout pas les sous-estimer. Mais écoute, je le sens plutôt bien. Je pense que l'OM aborde ce sprint final de la saison en étant enfin dans les bonnes conditions. Et je rappelle, c'était inouï de voir à quel point c'était un gâchis pour cet effectif d'en être là. Là, ils se remettent un petit peu mieux. Donc écoute, j'en attends du positif. Je pense que l'effet Gasset peut continuer parce que même si voilà, tout n'est pas parfait sur 90 minutes, voilà, là, tu as le Vélodrome qui attend ça. Je pense qu'il y a certains joueurs à bien maîtriser, mais normalement, l'OM peut réussir à faire mal sur ces matchs aller. On rappelle que le retour sera dans une configuration un peu différente, mais moi, honnêtement, je sais pas, je le sens plutôt bien pour la bande Ouais. agacée. Brux, toi extérieur, pas forcément supporter de l'OM, un petit peu extérieur à tout ça, toi tu vois les choses comment pour l'OM ce soir face à Villarreal? Bah, Villarreal, saison pas simple, mais t'as l'impression qu'il y a quand même un peu de mieux ces derniers temps. Marseille, bon, comme l'a dit Pipion, avec Gasset, c'est vrai qu'on est revenu un peu plus aux fondamentaux, avec le système qui va bien, c'est ce qu'on voulait tous voir, et puis avec les joueurs à leur place, et ils ont pu enchaîner leurs 3 victoires. Après, ils n'ont pas joué aussi des tops équipes. Bon, il y avait eu le Shakhtar où c'était pas simple. Voilà, donc en fait, ce Marseille-là, avec un peu plus de confiance et qu'on voit sur les derniers matchs avec Gasset, bah en vrai, ça m'intrigue de voir ce que ça peut faire contre Villarreal parce que là, Ouais. ça semble être un adversaire un peu quand même supérieur à ce qu'ils ont joué ces derniers temps. Donc pour moi, c'est un test et ça va permettre peut-être de voir ce que Marseille est capable de faire tout simplement et voir si on peut justement augmenter les attentes de l'OM sur la fin de saison. Pour moi, c'est quand même un match vraiment test. En fait, ouais, juste ça m'intrigue parce que pour moi, Ouais. je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est confiant. Je me méfie toujours des équipes espagnoles, notamment en Coupe d'Europe et Villarreal. Je dis pas que Marseille peut pas gagner, mais je suis pas non plus ultra confiant au point de me dire que Marseille, ça va faire le taf à coup sûr contre Villarreal et dès ce soir. Tu vois, un match nul ou quoi, par exemple, moi ça me choquerait pas. Ouais. Yous, on finit nos débats avec toi pour reprendre un petit peu un terme que Bruce a utilisé tout à l'heure avec la mystique qu'il va y avoir avec le retour de Marcelinho, tonton Gasset qui est là, 12 buts sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une équipe qui a retrouvé le sourire, une équipe qui a retrouvé de l'allant. Qu'est-ce que toi tu attends sur le terrain? Quels sont les joueurs que tu as envie de voir? Quels sont les joueurs qui vont devoir se montrer ce soir pour justement tirer l'équipe vers le haut? Vas-y, Yous, c'est ton Ouais. moment, fais-toi plaisir. Waouh! Non, mais déjà, moi, je suis pas super. Je suis optimiste hein, comme un supporter, mais Oui. je reste méfiant. Hein. Scipion, il en parlait, il a raison. C'est une équipe qui a pris l'Europa League il y a 3 ans, et cette année-là, ils sont 7e de Liga. Donc voilà, c'est pas forcément une équipe qui a, sur les dernières années, qui a l'habitude de faire d'être dans les premiers rôles de la Liga, mais qui arrive à faire de belles performances dans les compétitions européennes. Ils sont 15e au coefficient UEFA. Donc
C'est une équipe qui sait ce qu'elle fait dans Ouais. cette compétition. Maintenant, effectivement, voilà, ils sont pas en forme. Le coach, on le connaît bien, nous, malheureusement. Après, ils sont pas en forme. C'est à relativiser. Sur les 3-4 derniers matchs, ils sont un peu mieux. Mais cette saison, ils sont moins bons. À voir. À voir. Donc, malgré ça, moi, côté OM, j'attends un gros match des offensifs parce qu'effectivement, même si c'est une équipe qui contre-attaque bien, qui a tendance à bien marquer le peu d'occasions qu'elle a. Tiens, on parlait des équipes qui croquaient beaucoup Ouais. juste avant. Bah, voilà une équipe qui marque le peu d'occasions qu'elle a. Mais défensivement, c'est quand même pas l'assurance tout risque. Et je pense que l'OM a montré sa capacité à se créer énormément d'occasions et à rendre honneur, à faire honneur à ce secteur offensif dont on parle depuis cet été. Et on se rend compte depuis quelques matchs que du coup, que Iliman Ndiaye dans ce rôle-là, ça fait plaisir, qu'Aubameyang aussi, que Ismaïla Sarr peut rendre des services. Donc moi, j'attends surtout des attaquants qui vont être choisis ce soir, de leur mettre le feu parce qu'on n'a plus cette règle du but à l'extérieur. Même si cette équipe peut te faire peur, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre 5, 6, même si tu en prends un peu plus, quoi. Et donc moi, c'est ça que j'attends, une pluie de buts ce soir. Une pluie de buts. Et ben, en tout cas, c'est joliment dit avec beaucoup de poésie. Mon ami Yous, on va se regarder les cotes pour ce soir. Bruce, il me semble que tu les as sur la main. Normalement, elles vont apparaître, hein, normalement. Oui, non. Poris. Je te fais confiance. Bien sûr. Vous allez disparaître, par contre. Pour les petites rencontres qu'on a sélectionnées ce soir, qu'on a mis en avant, bien sûr, à OM Villarreal. Forcément, on a cette AS Roma Brighton toujours. Hein, on n'en a pas fini avec Brighton cette saison. Benfica, Glasgow Rangers et AC Milan, Slavia Prague pour faire plaisir à Bruce. L'AC Milan côté à 1,44, ça semble être un match plutôt accessible hein, pour les Milanais. L'OM qui est bien sûr favori à domicile, 1,81. La Roma qui est aussi favori face à Brighton avec une cote à 2,15. Et bien, ils sont à 4,10 Villarreal, 1,80 l'OM. Je trouve l'écart, il est énorme. Hein. Moi, je trouve que l'écart, il est quand même énorme. Que Marseille soit un peu favori, ok, mais je trouve qu'il fait beaucoup d'écart là. Et Benfica, habitué des compétitions européennes, à 1,56. Confiant pour Milan, Bruce aussi, toi ? Même pas posé la question. Je veux dire, le tirage, j'ai pas eu à me plaindre du tirage, surtout qu'à la fin, il restait Leverkusen ou Prague, donc je vais pas te mentir que j'étais un peu en sueur. Donc voilà, après, on sait jamais, hein, c'est le foot, etc. Faut faire le boulot, comme j'ai dit, dès l'aller, parce que si tu vas là-bas et que t'as pas fait un gros écart dès l'aller, ça peut vite devenir bourbier. Donc voilà, avec ce Milan-là, tu le sais, tu peux jamais être full serein, mais a priori, bon, t'es chez toi, t'as une équipe bien supérieure, t'es censé être quand même gros favori, mais bon, on va attendre de voir, faut confirmer. Ouais, il faut savoir raison garder. Merci en tout cas les gars. Pipion, tu nous raconteras hein, bien sûr pour le Benfica Glasgow Rangers. On compte sur toi. Bien sûr, on sera là lundi, t'inquiète pas. On sera au rendez-vous. Bien sûr. Ça fait plaisir, change rien. Merci les gars, merci Yous. Merci Braque, merci les gars et merci le chat. Merci beaucoup à toi Pipion. Merci à toute l'équipe, salut. Et merci à Poris qui a géré tout ça en régie. Bruce, merci à toi. On te laisse tranquille, on te laisse sur ton live. Et puis on te dit à lundi pour hors-jeu et à demain, toi et moi. Ça marche. Ciao les gars, Allez. bon match. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.